De retour, et merci d'être de nouveau avec nous. On va parler des tumeurs thoraciques et on va donc se focaliser sur les tumeurs avancées, sachant que cette année, il n'y a pas eu de grands scoops concernant les situations adjuvantes. J'ai le plaisir d'avoir avec moi David Planchard qui va nous faire un résumé de cet ASCO 2023. Merci Karim. Il y a eu pas mal de choses sur le thoracique, thérapie ciblée. Il y a eu quand même de l'adjuvant, et je commencerai juste par l'adjuvant en thérapie ciblée, parce qu'il y a eu une très belle session en présidentielle. Une des plus belles présentations, et c'est vrai, qui vient confirmer une attitude thérapeutique, c'est l'étude ADAURA, osimertinib, 3e génération, patient complètement réséqué, stade 1B au stade 3A, qui recevait plus ou moins de la chimiothérapie, qui était randomisé versus placebo, osimertinib, 3 ans, 80 mg par jour versus placebo. On avait déjà les données de la DFS qui étaient jolies, puisque c'était hazard ratio à 0,27, médiane de DFS 65 versus 28 mois, un approval par la FDA, on avait un accès précoce au niveau France. Ce qui nous manquait, c'est de dire, voilà, est-ce qu'on transmet un bénéfice sur la survie globale ? La réponse, elle est oui, c'est un vrai bénéfice sur la survie globale chez les patients stade 2 au stade 3A, qui était l'objectif principal de l'étude, mais également sur l'ensemble de la population, stade 1B au stade 3A. Et vous voyez un hazard ratio qui n'est pas petit, c'est 0,49 de hazard ratio dans les deux populations. Quand on regarde à 5 ans, vous voyez que c'est un bénéfice entre 10 à 12% de patients en plus en vie à 5 ans. On se rappelle qu'il y a 2 décennies, c'était le bénéfice de la chimiothérapie adjuvante présentée par Thierry Le Chevalier avec le YALT. C'était 5% à 5 ans. Et vous voyez que là, on est entre 10 à 12% de bénéfice à 5 ans. Donc ça vient complètement confirmer que ces patients-là doivent recevoir de l'osimertinib en adjuvant quand ils ont la mutation EGFR. Est-ce qu'ils doivent le recevoir quel que soit le stade de la maladie ? La réponse, elle est oui. Vous voyez, le stade 1B, stade 2, stade 3A, le hazard ratio reste très joli en faveur de l'osimertinib en termes de survie globale. Est-ce qu'ils doivent le recevoir si les patients ont reçu ou pas de la chimiothérapie adjuvante ? La réponse, elle est oui, ça ne change pas le bénéfice sur la survie globale. Est-ce qu'ils doivent le recevoir quel que soit le type de mutation EGFR, délétion de l'exon 19, mutation exon 21 ? La réponse, elle est oui, tout est très en faveur sur la survie globale, en faveur de l'osimertinib. Ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, tous nos patients doivent être exposés à l'osimertinib s'ils ont cette mutation, délétion de l'exon 19, exon 21. Après, on peut se poser la question, peut-être que chez certains patients, il n'y a pas besoin, il y aura peut-être besoin d'une désescalade, les patients avec un bon facteur de pronostic. Il faudra regarder quels sont ces patients qui ne récidivent pas dans le bras contrôle. Et puis à l'inverse, dans le bras avec osimertinib, il y a quand même des patients malheureusement qui récidivent et qui décèdent de leur maladie. Est-ce qu'à ce moment-là, il faudra pas aller sur une intensification ? Donc il y a encore d'autres biomarqueurs qui vont être regardés dans le cadre de l'étude translationnelle ADAURA. Mais véritablement, c'est une vraie révolution sur l'adjuvant, thérapie ciblée chez les patients avec mutation exon EGFR. Et oui, excuse-moi, quand j'ai dit qu'il n'y avait pas de scoop en adjuvant, c'était pour dire en adjuvant en immunothérapie. Oui, mais c'est évident, c'est évidemment un changement de pratique majeur. Peut-être 2 questions. Première question, est-ce qu'on a une idée de la durée d'utilisation du médicament ? Déjà de ce qui a été fait dans l'essai, est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'on a des données ? On a à peu près, pour l'instant, on sait qu'à peu près 3/4 des patients vont à peu près à 3 ans de traitement. On a un petit tiers des patients qui arrêtent le traitement, soit pour décision du patient, soit pour toxicité, ou éventuellement, malheureusement, pour récidive sur le plan tumoral. Ça reste un traitement dans nos inhibiteurs de GFR qui est le mieux toléré en termes de toxicité digestive, cutanée, etc. Donc c'est vrai qu'il se prête le mieux à avoir cette durée prolongée. Et on a même actuellement une étude qui va pousser pour aller au-delà des 3 ans, 4 ans, 5 ans de traitement en adjuvant avec l'osimertinib. Et ce qui était prévu de manière protocolaire, c'était a priori 3 ans ou c'était jusqu'à progression ou intolérance ? C'était jusqu'à 3 ans, maximum 3 ans, et puis après, bien entendu, en cas d'intolérance, etc., surveillance, sachant qu'on était en plus versus placebo, donc ce qui était assez joli dans le cadre de l'étude, puisqu'on ne savait pas si on avait le traitement efficace ou finalement du placebo. Et deuxième question très pratique, est-ce qu'en France, on dispose d'une AMM, d'un remboursement ou d'un accès précoce dans cette situation ? On a au jour d'aujourd'hui, alors sachant que le traitement il est accessible en officine pour les stades métastatiques, donc indirectement je prescris, je ne suis pas dans la bonne indication, mais j'ai l'accès au traitement, sachant qu'on a l'accès précoce qui est possible. Donc au jour d'aujourd'hui, avant même d'avoir les données de survie, puisque la DFS était tellement jolie, on avait l'accès. Donc maintenant finalement ça va nous donner le fait et la possibilité d'avoir un remboursement et un accès en officine de ville pour ces patients. Super. Étape suivante, stade métastatique.
Est-ce que du coup, on peut faire mieux chez les patients première ligne mutés EGFR? Au jour d'aujourd'hui, c'est de nouveau l'osimertinib en première ligne. On a cette étude qui a fait du séquentiel, c'est-à-dire que se dire, on fait un TKI, on fait 2 mois de TKI, on fait ensuite 3 cycles de chimiothérapie et de nouveau, on reprend le TKI. Dans un premier temps, c'était avec le gefetinib, puis ensuite l'osimertinib est arrivé, donc l'étude a été amendée en 2018. Donc vous voyez, séquentiel pour essayer de détruire les clones résistants aux inhibiteurs de l'EGFR, ce qui n'est pas illogique. Petit bénéfice sur la PFS, hazard ratio à 0,76. Vous voyez que malheureusement, aucun bénéfice sur la survie globale. Donc le séquentiel n'apporte pas de bénéfice. On sait qu'au jour d'aujourd'hui, on a une autre étude qui est FLORA 2, qui elle est positive fortement sur la PFS. On attend les données. Si on fait d'emblée les deux en même temps, donc plutôt d'emblée les deux en même temps que d'aller faire du séquentiel. Ceci étant, on attend de voir les résultats de FLORA 2. Autre question, chez les patients EGFR mutés à récidive, post-inhibiteurs de l'EGFR, on les expose à la chimiothérapie si on n'a pas d'autres possibilités sur le plan thérapie ciblée. Est-ce qu'il faut leur faire de l'immunothérapie? Est-ce que c'est chimio plus immunothérapie? Dans cette étude, était randomisé chimiothérapie versus chimiothérapie plus pembrolizumab. Quand on regarde les données de PFS à gauche, eh bien, un petit bénéfice qui est faible. Les données de survie globales ne sont pas positives, sachant que même la PFS n'est pas positive selon l'analyse statistique. Donc finalement, une étude négative, pas de bénéfice d'aller associer l'immunothérapie à la chimiothérapie à récidive chez ces patients. Et quand on regarde en dichotomie en fonction du statut de PDL1, vous voyez qu'on tire un peu plus chez les patients PDL1 positifs, mais on voit bien que chez ces patients EGFR mutés, la priorité n'est vraiment pas l'immunothérapie. Et même à récidive, globalement, on peut aller faire de la chimiothérapie. Pour l'instant, le bénéfice d'y associer de l'immunothérapie reste très discuté et très discutable. Alors, est-ce qu'on peut aller sur d'autres thérapies un peu plus intelligentes? On voit les ADC qui sont en train d'exploser. On a maintenant ces ADC bispécifiques qui vont aller cibler 2 cibles. Ça cible notamment EGFR et HER3. Linker, relié un pilote qui est un inhibiteur de la topoisomérase. Quand on regarde, c'est une étude de phase 1, vous voyez, multicorte, multi-organes, médiane de lignes de traitement polytraité, à peu près, on était à 3 lignes précédentes de traitement, taux de réponse 45%, ce qui est joli. Quand on va regarder les patients qui sont EGFR mutés, vous voyez que les données sont quand même très jolies, c'est 63% de réponse, quel que soit le type de mutation EGFR. Donc potentiellement, de nouveau, des traitements intéressants à récidive post-inhibiteur de l'EGFR. Et puis enfin, pour terminer sur l'EGFR, on peut aller sur les mutations atypiques. Là, on était vraiment sur les mutations classiques de sensibilité. Mutation atypique, insertion de l'exon 20. On a l'amivantamab, on a le mobocertinib, c'est à peu près 30 à 40% de taux de réponse. On a quand même pas mal de toxicité sur le plan digestif et cutané avec le mobocertinib. On a des inhibiteurs maintenant plus spécifiques en développement. Un qui a été présenté, sunvosertinib, étude de phase 2. On est chez les patients polytraités, post-chimiothérapie, plus ou moins immunothérapie. Eh bien, les premières données sont très jolies. Taux de réponse, vous voyez, c'est 60% de taux de réponse sur la cohorte. Médiane de durée de traitement, 7 mois. Et quand on essaie de regarder en fonction du type d'insertion, avec quelle que soit la localisation du type d'insertion sur l'exon 20, on a des données intéressantes, taux de réponse entre 54% à 100% de taux de réponse. Donc il y a des vrais nouveaux inhibiteurs exon 20 qui sont en développement, comme cet inhibiteur qui a été montré aussi, c'est une étude de phase 1, petite population, 30 patients, mais vous voyez 73% de taux de réponse, médiane de PFS, 9 mois. Ce qui veut dire que c'est en train de changer. Ces mutations atypiques, c'est à peu près 3% de l'ensemble de nos cancers du poumon avec ces mutations atypiques de l'EGFR. On avait ces premières générations, vous voyez qu'on est en train d'avoir ces deuxièmes générations pour lesquelles on est en train de monter au-delà des 50% de taux de réponse. Donc en attente, on va ouvrir les études de phase 3 randomisées, notamment en première ligne chez ces patients avec une mutation de l'EGFR exon 20. Un mot pour les BRAF. On a beaucoup travaillé sur les BRAF à Gustave Roussy en France. Mutation BRAF, V600E. On a le dabrafénib plus le trametinib. On n'a aucun autre combo chez ces patients. Encorafénib, bidémétinib, inhibiteur très spécifique de BRAF, inhibiteur très spécifique de MEK1 et MEK2, très joli dans les cancers colorectaux avec mutation BRAF et le mélanome. Étude de phase 2, cancer du poumon, mutation de BRAF, soit en première ligne à gauche, soit en deuxième ligne à droite. Vous voyez, globalement, 75% de taux de réponse première ligne, 46% de taux de réponse en deuxième ligne, donc vraiment intéressant en première ligne thérapeutique. On attend d'avoir des données plus matures, notamment sur les PFS, qui n'étaient pas atteintes sur la première ligne. Deuxième ligne, on est à peu près à 9 mois. Globalement, on est avec ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui avec le dabrafénib et trametinib. Est-ce qu'on fera mieux en première ligne que le dabrafénib et trametinib? On attend, mais ça va devenir potentiellement une vraie belle option, avec globalement moins de toxicité, notamment si on regarde les toxicités en termes de fièvre qu'on a avec le dabrafénib. On a cette belle étude de l'IFCT que je coordonne,
qui est en cours, qui recrute très bien, donc qui pousse vraiment à inclure les patients avec ce type de combinaison s'il y a des mutations BRAF V600E, première ligne ou deuxième ligne sur le plan thérapeutique. Juste quand tu dis qu'il s'agissait de deuxième ligne dans la deuxième étude, ou deuxième cohorte, est-ce qu'il s'agissait d'une deuxième ligne post tramé ou post-chimio? Non, c'était vraiment des deuxièmes lignes post-chimiothérapie, plus ou moins immunothérapie en fait. D'accord. Oui, c'est ça. On n'a pas du tout quid de la réversibilité de la résistance à un dabrafenib et trametinib en fait. Donc on est vraiment sur des patients vierges d'inhibiteurs de BRAF en fait. Et on n'a pas du tout de données indépendamment de ces études, même en phase 1 Non. Okay. Non. Et le rationnel, a priori, il n'y a pas de raison que l'une des combinaisons rattrape l'autre en fait sur les mécanismes de résistance qui sont très hétérogènes. Donc malheureusement, ce sera soit l'une, soit l'autre. Si les données de première ligne sont plus jolies avec l'encorafenib, bidémétinib, pourquoi pas, et puis qu'une tolérance meilleure, c'est vrai que ça deviendra une vraie belle option pour la qualité de vie des patients. Un mot, une slide chez les patients CARAS. On a maintenant le sotorasib en deuxième ligne thérapeutique. Est-ce qu'on peut le faire remonter en première ligne? Pour l'instant, chez les mutations CARAS G12C, l'activité n'est pas assez forte, il va falloir faire des combinaisons. On a cette étude qui est une association chimiothérapie plus sotorasib. Vous voyez que les données sont intéressantes, c'est 88% de taux de réponse. Les données de PFS sont jolies, ceci étant, c'est pas si extraordinaire par rapport à ce qu'on a au jour d'aujourd'hui avec de la chimio et de l'immuno. Et puis bien entendu, on a de la toxicité. Alors est-ce que ça deviendra un standard? On a vraiment besoin là d'avoir des études randomisées. Pareil pour la deuxième association, avec les ADC, inhibiteurs de TROP2, datopotamab deruxtecan, qui étaient associés soit au pembrolizumab, soit datopotamab deruxtecan plus pembrolizumab, plus chimiothérapie. Donc vous voyez, doublé versus triplé chez les patients première ligne ou deuxième ligne. À gauche, c'est toutes les populations. Vous voyez qu'à droite, c'est les patients en première ligne. On est entre 50 et 57% de taux de réponse. Ceci étant, il y a de la toxicité. Ce qui est vraiment, il y a un bénéfice chez ces patients à faire bithérapie ou trithérapie. On essaye d'enlever une drogue de chimiothérapie, pourquoi pas. Juste pour vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des vraies études randomisées en cours, justement, qui vont regarder chez les patients plus de 50% d'aller faire ADC plus immunothérapie versus immunothérapie. Chez les patients moins de 50%, cette fois-ci éventuellement ADC plus immuno plus chimiothérapie versus ADC plus immuno versus chimiothérapie plus immunothérapie classique. Donc on va essayer de voir, est-ce qu'on peut aller pousser ces ADC potentiellement en première ligne thérapeutique en se gardant le risque de toxicité. Et puis, je ne pouvais pas ne pas vous montrer quelque chose d'intéressant en termes de dispositif, c'est le TT-Field. Ce système-là qui peut être utilisé, qui a des autorisations FDA, notamment au niveau des glioblastomes, d'aller émettre par des électrodes un champ électromagnétique qui va dérégulariser finalement le cycle cellulaire, la division cellulaire. Il y a un petit rationnel derrière pour dire qu'on va stimuler le système immunitaire. Donc il y a potentiellement une synergie sur les modèles précliniques d'aller avoir ce champ électromagnétique plus l'immunothérapie. On était cette fois-ci chez les patients pré-traités, on était en deuxième ligne thérapeutique, champ électromagnétique, plus ou moins le standard of care, chimiothérapie ou immunothérapie, versus chimiothérapie ou immunothérapie en monothérapie. Globalement, quand on regarde les résultats, en termes de PFS, très peu de bénéfices. En termes de survie globale, oui, ça fait mieux, c'est significatif. Ceci étant, le bénéfice ne reste pas forcément majeur. Ce qui est plus intéressant et assez interpellant, c'est quand on regarde les patients qui ont reçu le TT-Field avec l'immunothérapie versus le traitement standard en deuxième ligne thérapeutique. Et là, vous voyez qu'il y a un vrai bénéfice potentiel. Médiane de survie, 18 mois versus 10 mois. Donc, ce n'est pas un petit bénéfice. Quand vous prenez les patients avec la chimiothérapie et le TT-Field, il y a très peu de bénéfices. Donc, vous voyez qu'il y a un vrai rationnel potentiellement à aller faire cette combinaison. Maintenant, on n'est plus sur les standards thérapeutiques de l'immuno en deuxième ligne. Donc, il y a une étude en première ligne qui va faire chimio plus immunothérapie, plus ou moins le TT-Field pour aller voir est-ce qu'on apporte un bénéfice. Mais c'est un dispositif qui est intéressant. Ce n'est pas forcément évident pour les patients. Il y a de la toxicité, de la dermatite. Il faut garder au moins 8 heures sur 12 heures le système, quasiment en permanence. C'est vraiment pas facile en termes de maniement. Je terminerai par les tumeurs un petit peu plus rares. Je ne pouvais pas dire deux mots des petites cellules. Les petites cellules, globalement, on n'a toujours pas grand-chose, notamment sur les deuxièmes lignes post-chimio-immunothérapie. On a cet ADC, un ADC qui va cibler une nouvelle cible, SEZ6, inhibiteur particulièrement orienté sur les tumeurs neuroendocrines. Il y avait petites cellules neuroendocrines. Vous voyez que l'ensemble de la population, c'est 17% de taux de réponse. Si je prends les petites cellules, c'est 25% de taux de réponse. C'est intéressant. Ceci étant, voilà, c'est des données préliminaires. Et puis le bispécifique
CD3 et DLL3 qui a dû montrer déjà pour les tumeurs neuroendocrines, il y avait différentes cohortes, large cell, les neuroendocrines et les small cells, juste pour vous montrer que vous voyez qu'aussi on est dans le même range avec ces T-cell engagers, avec un taux de réponse de 26%. Donc de nouveau, il y a un signal d'activité. Il va falloir aller voir les études un peu plus poussées et les études randomisées. Et puis enfin, la dernière étude, et Karim, tu avais déjà pas mal bossé sur le mésothéliome et sur la chimiothérapie, plus les inhibiteurs folate. Globalement, on a maintenant plus ou moins, avec les anti-angiogéniques, plus ou moins, on a les doubles immunothérapies, niveau ipilimumab. Est-ce que maintenant, on ne pourrait pas faire chimiothérapie plus immunothérapie? Première étude montrée avec le pembrolizumab. Donc on est sur bithérapie, plus ou moins pembrolizumab en première ligne. Quand on regarde, il y a un petit bénéfice sur la PFS, il y a un bénéfice sur la survie globale. C'est pas magique non plus. Vous voyez que le hazard ratio est à 0,79. 17 mois versus 16 mois en termes de survie globale. C'est plus intéressant quand on essaie de regarder les analyses de sous-groupes. Avec les épithéloïdes à gauche, vous voyez que finalement, peu de bénéfices. Et surtout, les tumeurs non épithéloïdes, qui sont souvent très résistantes à la chimiothérapie. Là, vous voyez qu'il y a un vrai différentiel. Chimiothérapie plus immunothérapie, 12 mois versus 8 mois de médiane de survie. Ceci étant, quid si on compare un nivolumab, ipilimumab, notamment sur les formes non épithéloïdes, vous voyez qu'à droite, on est à 18 mois de médiane de survie. Donc je pense que pour l'instant, il faut garder le nivolumab, ipilimumab en termes de standard thérapeutique. Difficile pour l'instant potentiellement de détrôner cette double immunothérapie avec la chimiothérapie et immunothérapie qui sera potentiellement une option, mais je pense que la double immunothérapie reste supérieure, notamment pour les non épithéloïdes. Donc voilà en quelques mots un petit peu les différentes avancées sur les patients, notamment beaucoup de choses pour les EGFR. C'est vrai que l'avancée majeure qu'il faut retenir, c'est l'adjuvant avec l'osimertinib chez les patients. Donc il faut aller tester ces patients-là. Est-ce qu'il y a une mutation? Et à ce moment-là, les exposer à l'osimertinib pendant 3 ans. On voit que pour les mutations atypiques, exon 20, il y a pas mal de choses qui arrivent. On a ces ADC bispécifiques qui arrivent. On a ensuite pour les BRAF potentiellement l'encorafenib, bitemetinib. Les CARAS, peut-être d'aller pousser en première ligne avec le sotorasib. Attendons d'avoir plus de données. On voit avec le Titifield, qui est un matériel donc intéressant, mais il va falloir des données de première ligne. Et puis petites cellules et mésothéliome. Avec le petites cellules, on reste encore potentiellement sur des ADC ou les T-cell engagers, mais des données préliminaires. Et puis le mésothéliome peut être une nouvelle option thérapeutique avec chimiothérapie plus immunothérapie. Et puis je terminerai juste par ce petit cartoon qui m'a fait beaucoup rire globalement, qui était post-ASCO sur l'osimertinib, effectivement, en se demandant, puisqu'on réduit la mortalité par 2 avec l'osimertinib, est-ce qu'effectivement il ne faut pas donner 2 comprimés chez les patients opérés d'un cancer du poumon? Voilà, merci. Bravo, merci beaucoup David. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas. Oui. Oui. Donc j'ai une question pour l'osimertinib en adjuvant. Est-ce qu'on a une idée sur le pourcentage de cette mutation dans les stades précoces? Et la deuxième question, est-ce qu'il y a des études menées avec les anti-ALK, anti-ROS en adjuvant aussi? Très bonne question. Globalement, quand on regarde l'incidence chez les patients opérés sur des stades précoces, il y a beaucoup de données, notamment chez les Asiatiques. On a à peu près la même incidence, globalement. Ça veut dire que chez les sujets caucasiens, on est entre 10 à 15% des patients. C'est une altération très précoce dans l'oncogénèse et le développement, etc. Donc oui, globalement, on aura à peu près 10 à 15% de nos patients avec mutation EGFR. Donc il faut aller les chercher. Et puis après, la deuxième question, c'est ça, il va falloir étendre aux autres altérations moléculaires. On a une étude randomisée, par exemple, pour les ALK, et l'étude ALINA, qui fait alectinib versus chimiothérapie en adjuvant. Une étude aussi chez les patients RED qui est en train de se mettre en place. Après, où être embêté, c'est les altérations rares. Comment faire une étude de phase 3 randomisée chez les patients BRAF, chez les patients avec un HR2, chez les patients avec un RED, chez les patients avec un ROS1, etc. Ça va être une grande problématique pour toutes les autres mutations, à moins de 2% de l'incidence. En tout cas, pour les ALK, oui, on va avoir des données assez rapidement et on imagine qu'il y aura aussi un bénéfice. Et peut-être pour prolonger la question, pour ces patients et patientes qui ont des altérations très rares, est-ce que du coup, il y a des discussions avec les agences d'enregistrement pour aller vers des essais non randomisés et avec comparaison à des données historiques?
on est embêté parce que même sur un stade métastatique, un RET globalement qui est 2%, sur une très belle donnée, avec des taux de réponse à 60%, des médianes de PFS à 19 mois, qui n'est jamais atteinte par chimiothérapie, immunothérapie, au jour d'aujourd'hui, on est bloqué sur le remboursement. On ne nous dit pas d'études de phase 3, pas de remboursement. Donc ce qui se discute, c'est d'aller produire de plus en plus des données de vraie vie et d'anticiper avec les industriels, c'est-à-dire dès qu'on fait des études de phase 1, de phase 2, d'emblée en prospectif, d'aller collecter les données de vraie vie. C'est la seule façon de pouvoir pousser nos autorités finalement à accéder au remboursement et pour les patients. Et puis ensuite, à essayer de mobiliser aussi les patients, les associations, etc. pour faire de la pression, pour avoir accès à toutes ces thérapies dans les maladies rares. Avez-vous d'autres questions sur les tumeurs thoraciques? Non? Bon, bah écoute, encore un bel ASCO, hein, des bonnes nouvelles. Super, ouais, génial. Hein, 50% de décès en moins, en adjuvant, pas mal. Bien. Merci beaucoup et restez avec nous. On va parler des tumeurs cutanées et en particulier bien sûr du mélanome.